Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de la Fibre 64 qui sera aujourd'hui consacré à la sauvegarde informatique. Un sujet qui peut paraître technique mais crucial, surtout quand un disque dur décide de planter à l'improviste. Comme on dit, il y a deux types de personnes, celles qui ont déjà perdu leurs données et celles qui vont les perdre. Alors, pour éviter que vous passiez par là, nous avons fait appel à Baptiste Faustin, l'un de nos meilleurs spécialistes en cybersécurité à la Fibre 64, afin qu'il vous explique comment protéger efficacement vos fichiers et, par la même occasion, votre tranquillité d'esprit. Pour des questions pratiques, si vous avez des questions pendant la présentation, comme à chaque fois, vous avez un chat qui est à votre disposition. Nous y répondrons dès la fin de la présentation. Nous tenons également à vous informer que ce webinaire est enregistré. La rediffusion sera disponible sur le site des webinaires dont l'adresse est webinaire au pluriel .lafibre64.fr. De ce pas, je vous mets dans la conversation l'adresse pour que vous puissiez la noter et l'ajouter à vos favoris. Baptiste, c'est à toi. Merci Victoria pour cette présentation qui met la pression, Mais mais je non, pas vais du tâcher tout. d'être à la hauteur. Ok, donc je vous ai préparé ce petit webinaire, cette petite présentation sur la sauvegarde informatique, avec pour objectif d'être le plus didactique possible. Donc j'ai essayé d'employer des mots clairs, des termes compréhensibles par tout le monde. Et comme l'a précisé Victoria, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat et on essaiera d'y répondre à la fin. Parfait. Donc, voilà ce qui nous attend au menu aujourd'hui. Donc, d'abord, une introduction à la sauvegarde informatique, savoir ce que c'est qu'une sauvegarde informatique et pourquoi c'est important. Quels sont les risques et les conséquences liées à une perte de données que l'on pourrait subir, qui va faire qu'on va vouloir mettre en place une sauvegarde. Puis, un gros morceau sur les bonnes pratiques de sauvegarde, sur les méthodes de sauvegarde locales. Puis, on basculera sur la sauvegarde en ligne et ses avantages. Et enfin, on conclura ce webinaire tous ensemble en ayant appris plein de nouvelles choses. Alors, pour commencer, ce que j'ai marqué, ça serait un petit peu le pitch d'un mauvais film où on a une panne de disque dur, une attaque par ransomware ou simplement une erreur humaine qui peut entraîner la perte définitive des documents de travail, de photos de famille ou de fichiers comptables. Donc ça, c'est notre problématique de départ. C'est ce qu'a d'ailleurs dit Victoria dans son introduction. La panne de disque dur, c'est le problème qu'on va rencontrer assez fréquemment, mais de plus en plus les attaques par ransomware. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de connaître les éléments clés pour mettre en place, sinon des outils de sauvegarde, au mieux une stratégie de sauvegarde qui va être adaptée à la situation. Donc adaptée à la situation parce que la majorité du public de ce webinaire, ça va être des communes du territoire qui sont majoritairement petites. C'est pour ça qu'on va vraiment essayer d'axer la présentation sur des petites structures, même si parfois il y avait des cas de figure qui vont correspondre à d'autres usages. La définition qu'on pourrait donner de la sauvegarde, c'est un outil qui consiste à créer une copie des données stockées sur un ordinateur ou un serveur ou tout un dispositif de stockage, dans le but de les protéger contre la perte ou les dommages. On est sur du b.a.-ba, c'est assez simple. Donc cette copie, elle doit être sécurisée et l'intérêt, c'est qu'elle puisse être restaurée en cas de problème. C'est ce qu'on a vu avant. Si on fait de la sauvegarde, c'est au cas où on perdrait nos données. Donc, l'idée, c'est que la sauvegarde, on stocke les données ailleurs pour pouvoir les restaurer en cas de souci. Et ainsi, si on a mis en place une sauvegarde, on va pouvoir récupérer nos informations essentielles et minimiser autant que possible les interruptions d'activité de la commune, de la petite commune ou d'un commerce pour des cas privés. Ça, on pourrait imaginer voilà, un commerce qui pourrait être embêté comme ça.
quels sont du coup les types de données qu'on va pouvoir sauvegarder? Tout d'abord, dans le cadre professionnel, on va avoir les documents importants, tous les fichiers liés à notre travail, des rapports, des factures, des contrats, de la comptabilité, des délibérations, des fichiers dont vous allez avoir besoin au quotidien dans l'exercice de vos missions dans les communes notamment. Mais si on élargit un petit peu le, le domaine des données à sauvegarder, on va avoir les photos et les vidéos. Alors, dans ce cas-là, on est plus dans le domaine du privé. C'est plus souvent dans le domaine privé qu'on a des photos et des vidéos, mais on peut tout à fait imaginer avoir dans le domaine public fait des reportages photos, vidéos de certaines manifestations qu'on a très envie de garder parce que ça fait partie de la mémoire de la commune. Donc, ça fait aussi partie des données qu'on va vouloir sauvegarder. Les emails, tous les échanges de communication électronique font de plus en plus foi légalement. Donc, on a aussi besoin de pouvoir sauvegarder ces emails. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faudra imaginer pouvoir sauvegarder les emails parmi les données. Des choses un peu plus spécifiques pour les deux derniers points, les logiciels et leur configuration. Bien souvent, cette partie-là, on va inclure dedans les bases de données, mais bien souvent, ces parties-là vont être gérées en partie, notamment par les prestataires des logiciels en question. Donc, le logiciel qu'on utilise, qu'on voit le plus souvent, nous, dans les communes, quand on travaille, ça va être par exemple Cosolus, qui va vous servir pour les ressources humaines et les finances, qui permet d'être entièrement sauvegardé, mais via un processus propre à Cosolus, et ensuite libre à vous de sauvegarder en plus la sauvegarde créée par Cosolus. Donc on est là aussi sur la sauvegarde de base de données. Petit point de détail sur la distinction entre sauvegarde et archivage. Typiquement, la sauvegarde, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de la donnée qui est régulièrement modifiée. Donc des documents de travail qu'on va utiliser tous les jours, toutes les semaines, de manière assez régulière. Quand on modifie un fichier, la sauvegarde remplace l'ancien fichier par le nouveau fichier que l'on a modifié, ainsi de suite. À la différence, l'archivage, on va parler de données, alors dans le jargon des archivistes, de données froides. C'est des données qui n'ont plus vocation à être modifiées. Donc, je parlais notamment des photos qui auraient été prises pendant un événement. On peut imaginer que ces données, ces photos, elles vont plus être modifiées. Alors, les premiers jours, oui, parce qu'on va aller rajouter des photos, etc. Mais au bout d'un certain temps, ces données n'évoluent plus. Elles pourraient basculer dans une démarche d'archivage. Aujourd'hui, on est tout à fait conscient que l'archivage n'est pas facile à mettre en place avec beaucoup de règles. Mais voilà, il y a bien cette distinction à avoir où théoriquement des données pourraient basculer plus facilement en archivage que dans de la sauvegarde au jour le jour. Et autre élément de vigilance, c'est la différence entre la sauvegarde manuelle et la sauvegarde automatique. La sauvegarde manuelle, c'est tous les jours, toutes les semaines, ou tous les mois, l'utilisateur va déclencher lui-même la copie des fichiers qu'il veut sauvegarder. C'est bien quand c'est des choses qui sont très très ponctuelles, mais on peut très facilement oublier ou prendre du retard. La sauvegarde automatique, à l'inverse, va utiliser un logiciel qui va programmer automatiquement des sauvegardes régulières. Et là, on choisira de lui dire, ben, je veux que tu sauvegardes toutes les semaines, tous les jours, et lui, il ne va pas oublier. Donc, les deux peuvent être des bonnes méthodes de sauvegarde, mais ce qui est important surtout, c'est que les sauvegardes doivent être régulières. Donc, si on fait des sauvegardes manuelles et qu'on arrive à s'astreindre à les faire régulièrement, pas de problème. Mais la sauvegarde automatique va pouvoir nous enlever une épine du pied en permettant de faire en sorte que ces sauvegardes soient régulières. C'est vraiment ça qui compte. Parce que je crois j'en reparle après, mais si on ne fait pas de sauvegarde régulière, vous imaginez bien que
Si ça fait un mois qu'on n'a pas fait de sauvegarde, eh bien on peut potentiellement perdre l'équivalent d'un mois de travail en cas de souci. Alors, si on continue à dérouler un petit peu, les risques de perte de données et les conséquences. Commençons par les risques. Donc, pourquoi on pourrait perdre des données? On pourrait perdre des données à cause de panne matérielle. Donc, les disques durs et plus récemment, les nouveaux disques durs, les fameux SSD, ils ont une durée de vie limitée. Donc, ils peuvent tomber en panne de manière assez inattendue. Donc, c'est pas fait pour tomber en panne, évidemment, mais il y a des taux de panne qui sont pas à négliger, ce qui fait qu'on peut tout à fait perdre son disque dur. Si c'est le disque dur qui contient toutes les données importantes, on peut envisager d'avoir une perte irréversible de toutes nos données. Si, évidemment, on n'a pas fait de sauvegarde. Le deuxième facteur de perte de données, ça va être une erreur humaine. On peut tout à fait accidentellement supprimer, effacer tout un dossier, un seul fichier, peu importe, mais les erreurs humaines sont vraiment très, très, très souvent en cause dans la perte de données et il faut y penser. On n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Une des causes qui est la plus prégnante aujourd'hui quand on parle de cybersécurité, c'est l'attaque d'un virus ou d'un malware. Donc dans les virus, on a les fameux cryptovirus, hein, vous savez, ceux qui vont demander une rançon pour décoder vos données. Le virus arrive sur votre ordinateur, rend complètement illisible toutes vos données et le pirate vous demande une rançon pour pouvoir accéder à vos données. Alors, si on fait un petit aparté là-dessus, tous les organismes, gendarmerie, police, l'ANSSI, invitent à ne jamais payer ces rançons qui encouragent en quelque sorte les pirates à continuer à partir du moment où ils récupèrent des données. Mais on a vu dans certains cas dans des entreprises privées où des entreprises ont payé car c'était le seul moyen de récupérer leurs fichiers clients, etc. Mais si on a une sauvegarde, on n'a pas de questions à se poser puisque on va repartir des données que l'on avait sauvegardées plutôt que d'aller payer le pirate. Et enfin, quelque chose de beaucoup plus rare, mais qui peut quand même arriver, les catastrophes naturelles, donc un incendie dans la commune, une inondation, tout ça fait qu'on pourrait perdre les données. Les conséquences que peuvent avoir une perte de données, ça va être une perte financière. Donc, perte financière, ça va être dans le sens où, pour récupérer ces données, ça peut nous coûter cher. Si c'est un disque dur qu'il faut envoyer dans un organisme spécialisé, une entreprise spécialisée qui va pouvoir récupérer les données sur le disque dur, c'est des prestations qui coûtent très très cher. Ça peut être aussi reconstruire les données. Imaginons qu'on a tout perdu, qu'on n'ait aucun moyen de les récupérer. On va repartir de données papier pour les renumériser, pour les réintégrer. Ça va demander beaucoup de temps et d'argent. La baisse de productivité, c'est plus lié à des secteurs privés. On imagine bien que sans outils informatiques, sans plus aucune donnée, et on l'entend assez régulièrement en cas d'attaque de virus, mais une entreprise ne peut plus fonctionner. C'est un peu moins vrai pour des communes ou des comités de communes. Il peut y avoir des problèmes légaux et réglementaires. Notamment, alors on va être sur les collectivités territoriales un peu plus grandes, mais si on propose de l'accès à Internet, on est censé légalement, dans une médiathèque par exemple, ou un point d'accès public, on est censé stocker pendant 1 an la liste des ordinateurs qui sont connectés pour des raisons légales. Si on n'a plus ces données et parce qu'on a perdu toutes nos données et qu'on est dans un cas de figure où la justice nous demande de produire ces données, on se retrouve en porte-à-faux avec la justice. Et un peu plus généralement, le fait de perdre ces données peut constituer un impact sur la réputation de la collectivité territoriale concernée.
par défiance des administrés, par exemple. Des exemples très rapides, mais je pense que vous avez compris. Hein. Une mairie qui a seulement 1 ou 2 agents, qui utilise son logiciel de gestion pour la comptabilité. On imagine que l'ordinateur ou le logiciel sur lequel il est installé subit une panne de disque dur. Il n'y a pas de sauvegarde. Toutes les données pourraient être perdues. Et c'est ce qu'on disait précédemment. La récupération de toutes ces données va être soit très chère, soit carrément impossible. Deuxième cas de figure, plus orienté vie privée. On stocke ses photos de famille ou d'autres documents personnels sur son seul ordinateur, hein, l'ordinateur qu'on a dans le salon, dans le bureau. L'ordinateur est touché par un virus, les photos sont effacées, et c'est des souvenirs, en l'occurrence, qui pourraient être définitivement perdus. Donc ça permet de rebondir sur l'introduction de Victoria qui disait soit on a déjà perdu des données, soit on les perdra. Moi, typiquement, personnellement, ça m'est arrivé. Pas de sauvegarde, des mauvaises sauvegardes, perdre 2 ans de photos. Après, on s'applique à faire la sauvegarde. Donc, c'est le genre d'électrochoc qui peut vous, vous donner, mettre le pied à l'étrier pour vous lancer dans une démarche de sauvegarde. OK. Donc là, le gros pavé de la présentation, c'est les bonnes pratiques de sauvegarde. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la régularité des sauvegardes. Donc, qu'elles soient manuelles ou automatiques, il va être prépondérant de les faire régulièrement. Sauvegarde quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, ça va dépendre du type de données aussi. Hein, si on reparle des photos, peut-être qu'on a besoin de les sauvegarder qu'une fois par mois. Mais les documents sur lesquels on travaille tous les jours, il est très important de pouvoir les sauvegarder idéalement tous les jours, au pire toutes les semaines. Ou encore mieux, en continu avec des mécanismes de synchronisation sur lesquels on va revenir un peu plus tard. La règle 3-2-1, c'est un peu le pilier de la sauvegarde. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de la sauvegarde, c'est avoir 3 copies de ces données sur 2 supports différents et une copie en dehors du site où sont nativement les données. Donc, pour prendre un exemple concret, on a les données sur son ordinateur, ça fait une première copie de données. On va les sauvegarder en plus sur un disque dur externe, ça fait un deuxième support de sauvegarde, par exemple, et on va coupler ça avec une sauvegarde dans le cloud, par exemple. Donc, ça sera la 3e copie des données qui, en plus, va être à l'extérieur de la mairie, par exemple. Ces 2 premiers points sont évidemment importants, mais un point qui est important et que l'on pourrait négliger, c'est le test des sauvegardes. On va Effectivement, ça peut être très bien. Tous les jours, on fait la sauvegarde, on la met sur un disque dur. Mais si on ne teste jamais ces sauvegardes, tout aussi bien, hein, il y a un moment où le disque dur ne va plus être lisible et on ne pourra pas récupérer ces sauvegardes. Donc, ce qui est important, c'est aussi d'aller contrôler périodiquement ces sauvegardes pour être sûr qu'elles soient fonctionnelles. Ça fait partie des choses qui sont souvent oubliées, souvent mises de côté, mais qui pourtant sont très très importantes. La sécurité des sauvegardes, notre 4e point, ça va être faire en sorte que nos données, notre sauvegarde, ne puissent pas être corrompues. Donc on va parler de chiffrement, c'est-à-dire que là, elles vont être codées. Quelqu'un qui tomberait sur le disque dur codé et protégé par un mot de passe. Quelqu'un qui tombe sur le disque dur sur lequel vous faites les sauvegardes, il ne va pas pouvoir y accéder comme ça, simplement. Il faudrait que ces sauvegardes soient chiffrées, notamment par l'usage d'un mot de passe. Les sauvegardes hors ligne, le fait de faire une sauvegarde hors ligne, ça va être important. Typiquement, bien souvent, quand on fait une sauvegarde sur un disque dur externe, par exemple, on laisse le disque dur branché sur l'ordinateur. S'il y a un accident électrique, l'orage, un court-circuit, ça va impacter tout autant le disque dur qui est branché sur l'ordinateur que l'ordinateur lui-même. Donc vous perdez à la fois les données de l'ordinateur et les données du disque dur. Donc il y a plusieurs règles à respecter sur la sécurité. Donc idéalement,
les chiffrer par un mot de passe, les déconnecter ou les avoir complètement hors ligne pour éviter tout risque, que les risques se propagent depuis la source vers le dispositif de sauvegarde. Et Excuse-moi, enfin, Baptiste. oui, Ouais. Si je peux me permettre juste de te couper 2 secondes sur le chiffrement, juste dans le cadre du cybermois, la FIP 64 a mis en place des mini vidéos. Il y en a une tous les mardis et la deuxième qui est faite, qui est sortie mardi dernier, était sur le chiffrement. Donc si vous voulez en savoir plus sur comment chiffrer, ben je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui est très synthétique, qui dure 2 minutes et qui vous permettra, voilà, de chiffrer un support USB. Excuse-moi, c'était juste pour dire ça, je te relaisse. super. Non, tu as bien fait, Victoria. Merci. Donc, et le dernier point des bonnes pratiques, donc là, ça va peut-être plus concerner des plus grosses entités, mais c'est intéressant de pouvoir écrire une documentation, des procédures sur comment sont faites les sauvegardes. La liste des fichiers à sauvegarder, donc on revient à ce qu'on avait au début avec les types de fichiers, donc avec les priorités, ce qui est important ou pas, le plan de sauvegarde, c'est-à-dire la fréquence des sauvegardes, les outils qu'on utilise. Si on documente tout ça, ça sera d'autant plus facile en cas de sinistre de pouvoir récupérer les bonnes informations, les bonnes données là où elles se situent. Et un point que j'ai pas marqué, mais qui est un peu transverse et dont on a déjà parlé, c'est évidemment l'automatisation des sauvegardes, où si les sauvegardes sont automatisées, eh on court moins le risque de les oublier. Quelques méthodes de sauvegarde, donc les méthodes de sauvegarde locales, donc les clés USB, donc tout le monde connaît les clés USB. L'avantage, on peut les transporter très facilement, c'est tout petit, c'est très pratique. La capacité adaptée si on a des petites quantités à sauvegarder. Inversement, les inconvénients de cette méthode-là, des clés USB, c'est que la taille, on va très vite être limité par la taille sur les clés USB, et surtout, on va facilement les perdre ou les endommager. Et très souvent aussi, je ne l'ai pas marqué là, mais c'était un oubli, parfois, on utilise des clés USB qui sont peut-être des clés USB publicitaires, des clés USB qu'on a eues à pas cher et dont la fiabilité va être parfois assez limitée. Donc, la sauvegarde locale sur clé USB, on va dire que c'est bien, mais pas top quand même. Un peu mieux, les disques durs externes, où on a des outils qui sont un peu plus robustes, qui sont quand même faciles à utiliser et à installer. Pour le coup, la capacité de stockage est beaucoup plus élevée et on conserve quand même une portabilité, une facilité de transport assez bonne. Je cherchais, c'est pour ça que je me retourne, mais typiquement, voilà, là, on a un disque dur externe qui fait 1 téraoctet. C'est du coup quelque chose d'assez compact, facilement transportable et quand même plus robuste qu'une clé USB. À l'inverse, on a toujours quand même des inconvénients, risque de perte ou de vol, vu que c'est petit, c'est plus facile à voler, c'est vulnérable aux dommages physiques. Donc s'il reste comme je disais tout à l'heure, en cas de catastrophe naturelle, si le disque dur est resté à côté de l'ordinateur, il subit les mêmes dommages physiques que l'ordinateur. Et enfin, la plupart des modèles sont dépendants à une alimentation électrique. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais on a quand même toujours cette dépendance en fonction des modèles qui peut exister. Hop là. Il y a une coquille. Mais donc les méthodes de sauvegarde locale, donc on va parler de serveurs locaux ou de NAS, donc des outils un peu plus professionnels déjà, hein, qui vont pouvoir être adaptés à des besoins spécifiques. Ils offrent forcément des fonctionnalités avancées et sur un même outil, un même serveur ou un même NAS. Alors un NAS, pour ceux qui n'ont pas les termes, c'est un disque dur avec des fonctionnalités réseau. C'est comme un mini serveur avec des fonctionnalités limitées par rapport à un serveur, mais avec des fonctionnalités beaucoup plus importantes qu'un simple disque dur externe qu'on va brancher en USB. Et donc ces outils vont pouvoir centraliser des sauvegardes.
Ça va être intéressant quand on a une infrastructure un peu importante, où on va pouvoir sauvegarder les 2, 3, 4 ordinateurs de la commune, ou aussi d'autres fonctionnalités, sauvegarder la base de données, comme on a vu dans les types de données. La base de données va pouvoir être aussi mise dans un compartiment spécial pour les sauvegardes. L'inconvénient de ces méthodes, c'est que c'est beaucoup plus cher. C'est assez technique à installer. Il faudra être forcément accompagné par quelqu'un qui a une réelle expertise dans le domaine. Et c'est tout aussi vulnérable aux catastrophes locales, incendies, inondations. Et évidemment, si ça reste dans un endroit qui est proche de l'ordinateur, on va avoir les mêmes soucis que pour la clé USB ou le disque dur externe. Donc là, on était sur les méthodes de sauvegarde locale. À l'opposé du local, on va avoir les sauvegardes en ligne, donc qui, elles, ont de nombreux avantages, notamment l'accès à distance et la sécurité renforcée. Pour faire le parallèle avec ce qu'on vient de dire juste avant, s'il y a un incendie dans ma mairie et que mes données sont sauvegardées en ligne, dans le cloud, il n'y a pas de souci parce que ça ne va pas remonter. De la même manière, si l'ordinateur a un virus, le virus ne va pas remonter dans ses sauvegardes en ligne. Et un des gros avantages, c'est que les sauvegardes vont être automatisées et bien souvent faites en temps réel. C'est-à-dire que vous sauvegardez un fichier, typiquement on travaille dans son traitement de texte, on a fini un courrier, à chaque fois qu'on clique sur enregistrer, quand on a la version qu'on a enregistrée est automatiquement sauvegardée dans le cloud. Donc là, on n'a plus à se préoccuper de rien, si ce n'est s'assurer régulièrement que la sauvegarde est bien faite. Évidemment, si c'est sauvegardé dans le cloud, on est dépendant à une connexion Internet, ça va de soi. Mais aujourd'hui, avec le déploiement de la fibre, c'est de moins en moins un frein à la mise en place de ces sauvegardes en ligne. Et il peut y avoir, dans certains cas, des coûts additionnels. Ça va être généralement sous forme d'abonnement pour avoir le droit d'accéder à ce service de sauvegarde en ligne. Quels sont les différents services de sauvegarde en ligne? Donc j'en ai mis les 3 premiers. C'est quelque chose que dont vous avez certainement déjà vu passer le nom. Dropbox, Google Drive, OneDrive de Microsoft. C'est des outils grand public qui pourraient être utilisés pour de la sauvegarde à titre privé, personnel, mais qui parfois est aussi utilisés dans le cadre professionnel. Alors, tous ces services fonctionnent très bien. Bien souvent, il y a une offre d'entrée gratuite avec un certain volume de données qui est suffisant pour vos données, pour vos cas de figure. L'inconvénient, si on veut être un peu rigoureux, c'est qu'on ne sait pas où vont aller ces données. Elles sont stockées peut-être en France, peut-être en Europe, peut-être aussi aux États-Unis. On ne sait pas trop qui peut y avoir accès, etc. C'est pour ça qu'on a rajouté le 4e point. Alors, Oxybox, c'est la solution qu'on a retenue à la FIP 64 et dont on équipe plusieurs mairies et comités de communes dans le département, qui est un outil, donc qui est une société qui a ses serveurs en France. C'est une société française qui a ses serveurs en France. Et les données, pour le coup, sont sauvegardées sur des serveurs français. Et on a la possibilité de piloter, de vérifier ces sauvegardes, d'avoir, nous, à l'échelle de la FIP 64, mais aussi à l'échelle de chacune des communes qui utilisent la solution, on a moyen de voir si la sauvegarde s'est bien passée, qu'est-ce qui a été sauvegardé, où c'est que ça a bloqué, etc. Donc, donc nous, on pousse cette solution qui est proposée gratuitement aux communes, aux petites communes, dans le cadre du bouclier Cyber 64, financé à 70% par l'ANSSI et 30% par la FIP 64. Donc, cette solution, si vous n'êtes pas équipé aujourd'hui, est accessible pour toutes les communes du département et les côtés de communes, gracieusement, jusqu'à fin 2025.
Donc, si vous n'avez toujours pas passé le cap, n'hésitez pas à revenir vers nous là-dessus. C'est une solution qui a fait ses preuves et qui nous permet donc de couvrir les communes. Petit détail, si on revient un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, la règle des 3, 2, 1, il ne faut pas voir la sauvegarde en ligne comme la solution unique et ultime de sauvegarde. Les trois, on revient sur les trois, hein, la sauvegarde, les données sur notre poste de travail, idéalement sur un disque dur externe, et on complète ça avec la sauvegarde en ligne. Donc, c'est important de bien garder à l'idée cette règle des 3, 2, 1, trois sauvegardes différentes. C'est un peu, parfois on peut se dire que c'est la ceinture et les bretelles, mais le jour où nous arrive un problème, on est bien content d'avoir plusieurs possibilités pour restaurer nos données. J'en ai fini avec cette présentation. Juste faire des petits rappels. Donc, la sauvegarde, c'est important. J'espère que vous avez compris que c'était nécessaire vraiment de se préoccuper de la sécurité de nos données. Encore plus s'il s'agit de données personnelles dont on a la responsabilité, pour lesquelles on est engagé vis-à-vis de la réglementation via le RGPD. Donc, les sauvegardes sont très importantes pour protéger nos données. Les bonnes pratiques, c'est pas faire n'importe quoi quand on va vouloir sauvegarder ces données. Donc ça, je pense que j'ai été assez insistant, donc je pense que c'est clair pour vous. Toutes les méthodes que l'on a vues, là encore, choisir la solution la plus adaptée aux besoins, mais pas forcément qu'une solution, hein. On peut faire une clé USB et le cloud, une clé USB ou 2 disques durs, dont un qu'on va ramener à l'extérieur. Donc, vraiment, choisir la méthode qui va être la plus adaptée à votre type de fonctionnement. Voilà, c'est les points phares sur lesquels je voulais terminer. Et donc, à partir de maintenant, si vous avez des questions, j'essaierai d'y apporter des réponses. Merci beaucoup, Baptiste. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le chat. Si vous en avez, vous pouvez les poser dès maintenant, ou alors vous pouvez également lever la main, on vous donnera la parole. Donc, je rectifie, il y a une question, pardon, excusez-moi. Donc, je suis une mairie, j'ai perdu des données. Est-ce qu'il existe une assurance qui couvre la perte des données? Alors, de plus en plus, alors c'est rigolo parce que on est en train de travailler sur le sujet, euh, nous, donc c'est assez clair dans mon esprit, mais effectivement, euh, le risque cyber est pris en compte généralement par des assurances, mais de plus en plus, l'assurance ne va marcher que si la commune, enfin, ou le client, ou l'assuré, a mis en place un système de sauvegarde. Donc, l'assurance va accompagner. Par exemple, en cas de cyberattaque, on va pouvoir demander à l'assurance d'intervenir, mais pour la récupération des données, si aucun système de sauvegarde n'était en place et a priori documenté, et on revient sur la slide qu'on avait tout à l'heure, si ce n'est pas documenté, enfin, certaines assurances peuvent être un peu tatillonnes là-dessus, mais voilà, de plus en plus maintenant, ils demandent à ce qu'une sauvegarde soit en place chez l'assuré pour pouvoir indemniser. Comment je peux documenter, si par exemple j'ai mis en place des disques durs externes, comment je peux le documenter, ça? Donc, hop, alors je vais essayer de revenir sur la slide en question. On parlait de documentation et de procédure. C'est-à-dire qu'on va écrire, je fais ça, je sauvegarde telle donnée par tel moyen. Ça peut être un document très simple, hein. J'ai mis en place depuis à telle date la sauvegarde en ligne qui synchronise automatiquement mes données. Toutes les semaines, je fais une sauvegarde de Cosolus et je la mets aussi, au même titre que tous les autres documents, sur un disque dur externe. C'est savoir où sont nos données pour que le jour où nous arrive un pépin, on sache où les retrouver.
Alors, on parle pas aujourd'hui d'attaque cyber spécifiquement. On parle juste de sauvegarder ses données. Mais il y a des cas de figure comme ça où le fait de perdre ses données, et à plus forte raison dans une attaque, dans une attaque cyber, où il va y avoir un fort niveau de stress, où on ne sera pas forcément, on va perdre, comme on dit, on perd ses esprits, on ne sait pas trop où on en est. Si on a des documentations, je sais que mes sauvegardes, elles sont sur un disque dur. Le disque dur, il était branché, il est aussi touché par le virus. Je sais que j'ai aussi la possibilité de me tourner vers le cloud. Je sais que dans le cloud, c'est la FIP 64 qui m'a accompagné, donc je peux demander de l'aide à la FIP 64. Voilà, c'est avoir quelque chose d'assez simple, concis, mais qui nous permet de retrouver facilement des informations même en cas de stress. Donc il va de soi que cette documentation, je ne la mets pas sur le disque dur externe. Si elle est sur le disque dur externe, c'est plus embêtant. C'est une Mais petite touche d'humour, c'est une petite touche d'humour. ouais, non, mais c'est tout à fait pertinent parce que c'est le genre de choses qu'on peut, par exemple, imprimer et garder dans un coffre-fort avec des documents importants. OK. Bah, écoute, il n'y a pas d'autres questions. Je ne vois pas de main levée. Vous avez encore quelques secondes si c'est le cas, si vous êtes intéressé pour poser des questions. Heu, J'ai dû être très clair. Bah, tu as été très clair, Baptiste, tu as été excellent. En même temps, je savais que je faisais appel à l'un des meilleurs agents en termes de cybersécurité à la FIP 64, je l'ai dit. Et dès le début, j'ai posé le tableau, hein. Bon, bah, écoute, je pense qu'on peut, arrêter là. Ok, moi ça me va, Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, même par mail. Baptiste se fera un plaisir d'y répondre. Nous vous y répondrons par mail. évidemment. En attendant, bah, écoutez, je vous propose de clôturer ce webinaire, de vous souhaiter un bon appétit et donc rendez-vous au mois de novembre pour le prochain webinaire qui sera consacré à la dématérialisation des assemblées. Donc, c'est tout ce qui est mis en place, idées libres, web des libres, voilà, pour la gestion des délibérations dématérialisées. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.